Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une ce soir. Le Dakar de Médina Gounass s'ouvre avec ferveur et dévotion sous la conduite de Thierno Ahmad Tidiane Ba, le khalife général. Des milliers de fidèles ont entamé leur marche spirituelle vers le site sacré, un moment solennel marqué par la présence du gouverneur de Kolda. La suite de notre série gourmande sur la fraise. Dans ce dernier épisode, nous allons découvrir comment les fils du terroir révolutionnent le secteur, idéal pour tous, y compris les diabétiques. La fraise se décline sous toutes les formes, nature, jus, glace ou encore en pâtisserie. Le grand format santé de ce 20h, Week-end explore une préoccupation médicale alarmante, l'accident vasculaire cérébral qui n'épargne plus les jeunes. Autrefois associé principalement aux personnes âgées, les AVC frappent désormais toutes les tranches d'âge avec des facteurs de risque en évolution. On le verra. Et enfin, le portrait de ce soir sur un jeune entrepreneur agricole qui sème l'espoir et l'avenir. Son nom, Amadou Moustapha Diatta, à la tête d'une ferme de 4 hectares. Il ne se contente pas de gérer un business florissant. Il ouvre également ses portes aux étudiants du Sénégal. Reportage à suivre. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. La 83e édition du Dakar de Médina Gounass bat son plein hier. Le coup d'envoi de cet événement spirituel a été donné avec le départ solennel du khalife général Thierno Ahmad Tidiane Ba. Accompagné de milliers de talibés, il a parcouru les 10 km menant au site sacré, marquant ainsi le début des festivités. La cérémonie d'ouverture a également été honorée par la présence du gouverneur de Kolda représentant le chef de l'État, Tidiane Cissé. C'est tard dans la soirée de ce samedi que le khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmad Tidiane Ba, accompagné des talibés et des pèlerins, a pris la direction du Dakar. Sur place, après la prière du crépuscule, le guide religieux a reçu les messages du gouverneur de la région de Kolda, accompagné d'une forte délégation venue représenter l'État du Sénégal. C'était le lieu avec toute ma délégation, le préfet, le sous-préfet et les chefs de service qui nous accompagnent, de venir transmettre les salutations des plus hautes autorités de la République du Sénégal, à savoir son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et l'ensemble des membres du gouvernement. On a transmis donc les salutations, mais aussi on est venu apporter un message au khalife, au Thierno de Médina Gounass, pour l'œuvre colossale qui est en train de mener dans la sous-région, mais surtout un peu partout dans le monde. Donc c'est une grande satisfaction d'assister à cette cérémonie officielle qui lance officiellement 10 jours de dévotion, 10 jours de recueillement, mais 10 jours de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, pour vraiment un Sénégal prospère. Et l'ensemble de la famille, le comité d'organisation, les services techniques se sont mobilisés pour assurer une parfaite organisation de cette édition de 2024 et nous osons espérer que tout se passera très bien. L'autre objectif du déplacement de la délégation est de solliciter les prières du khalife général et de l'ensemble de la cité religieuse de Médina Gounass pour le Sénégal et pour les nouvelles autorités étatiques en particulier. Des prières pour une réussite, parce que la réussite, c'est la réussite du Sénégal. Des prières pour qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des préoccupations des populations et que les attentes placées en eux puissent être vraiment des attentes réussies. En tout cas, on a transmis toutes les possibilités, toutes les demandes de prière. Et je pense qu'ici à Médina Gounass, qui est une terre bénite, nous pouvons espérer que l'ensemble de ces prières seront exaucées et acceptées par Subhanahu wa Ta'ala. Dans son discours, le porte-parole du khalife général a d'abord magnifié la mobilisation de l'ensemble des services étatiques pour la réussite de cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Il a remercié à cet effet les nouvelles autorités étatiques et apporté son soutien au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avant la fin de cette cérémonie officielle d'ouverture, le guide religieux, à travers son porte-parole, est également revenu sur la dimension spirituelle du Dakar de Médina Gounass. Il a aussi appelé les fidèles à se mettre au travail avant de prier pour un Sénégal de paix et de prospérité.
Le Daka de Médina Gounass, une retraite spirituelle qui transcende les frontières et rassemble des fidèles venus du monde entier. Difficile d'estimer leur nombre exact, mais leur ferveur est palpable, reconnue comme l'un des événements religieux majeurs du Sénégal et de la sous-région. Ce rassemblement suscite curiosité et dévotion. Tidiane Cissé. Le Daka de Médina Gounass, l'un des rassemblements religieux les plus importants du Sénégal, voire même de la sous-région. Une retraite spirituelle d'une dimension internationale qui réunit des fidèles du monde entier. Depuis son initiation en 1942 par Thierno Mohamed Saïd Ba, l'événement n'a cessé d'attirer du monde. Par la grâce de Dieu, Thierno Mohamed Saïd est un homme d'une dimension exceptionnelle. L'appel qu'il a fait à Dieu en faisant ce Dakar est un appel qui a été répondu par son créateur. Aux premières années de Dakar, il n'invitait personne. Et il n'a jamais invité personne jusqu'à ce jour. Mais à chaque fois qu'une seule personne vienne au Dakar, si cette personne retourne, il en parle à au moins une dizaine de personnes. Et à ce niveau, si vous voyez effectivement, si 10 personnes retournent et que 10 personnes apportent 10 personnes, vous faites le calcul, c'est une évolution exponentielle. C'est 2004 que j'ai commencé à venir au Dakar jusqu'à cette année. Mais ce que j'ai vu cette année, c'est imprégnant. Je n'ai jamais cru que le premier jour du Dakar, que les 10 hectares que font la mosquée de Dakar remplis, jusqu'à que les gens prient le Maghreb dans les rues. À chaque fois que nous faisons l'évaluation de ce Dakar, nous trouvons effectivement qu'il y a une augmentation. Ce qui différencie le Dakar de Médina Gounass aux autres événements religieux, c'est la durée de l'événement et sa particularité. 10 jours de retraite spirituelle qui réunit que des hommes dans la brousse à environ 10 km de la cité religieuse. Avoir 10 jours d'abstinence, c'est oublier tous les problèmes du monde. Moi, je suis agriculteur. Tu vois, tu piétines quelqu'un, c'est cette personne qui te dit pardon. Toi qui as piétiné, mais c'est la personne piétinée qui te dit pardon. Ici, l'activité consiste surtout à la lecture du Saint-Coran, du Seyfiou, de la prière, du wird et autres actes d'adoration du Tout-Puissant Allah, le tout dans un environnement modeste, loin des conforts de la vie. Ceux qui se permettent de critiquer le Dakar sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici. C'est Dieu seul qui sait ce que l'on gagne en venant en pèlerinage au Dakar de Médina Gounass. Il a organisé le Dakar sur différents sites. Mais quand il a choisi le site pour y rester, c'est parce qu'il avait trouvé effectivement la possibilité d'avoir des extensions. Du fait également de cette affluence des fidèles, le site du Dakar de Médina Gounass est passé en quelques années seulement de 100 hectares à plus de 400 hectares aujourd'hui. La clé pour combattre le chômage et la vie chère réside dans l'alignement de l'agriculture avec l'industrialisation. Propos de Pierre Goudiaby Atepa, invité sur le plateau de l'émission Point de vue. Le président du Club des investisseurs du Sénégal partage sa vision d'une synergie entre ces secteurs pour dynamiser l'économie nationale et créer des emplois durables. Nous l'écoutons. Il y a des urgences. Il faut trouver du travail aux gens tout de suite. Il y a l'organisation globale de l'économie du pays qui prend du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que les uns et les autres soient un peu plus patients. Il y a le long terme qui devrait, à mon avis, nous sortir et de la pauvreté et du sous-développement. Donc le court, le moyen et le long terme. Le court, le moyen et le long terme. Le problème que nous avons, c'est que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous achetons ce que nous ne transformons pas. Donc la solution, c'est de consommer ce que nous produisons. Et comment le faire? À tous les niveaux. D'abord, pour ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, il faut que l'agriculture sénégalaise s'organise pour que nous n'ayons pas à importer notre alimentation. Et c'est ce que nous essayons de faire au Club des investisseurs. Nous avons créé le CIS Agro pour nous atteler à cela.
Clap de fin pour notre série gourmande sur la fraise. Dans ce dernier épisode, nous allons découvrir comment les fils du terroir révolutionnent le secteur, transformant ce fruit rouge en un véritable trésor de bienfaits. Idéal pour tous, y compris les diabétiques, la fraise se décline sous toutes ses formes, en nature, en jus, en glace ou encore en pâtisserie. Un festin pour les papilles à savourer sans modération. C'est un reportage savoureux signé Ramatada. La fraise sénégalaise sous toutes ses formes. Par sa couleur, sa texture, son goût, la fraise peut servir à sublimer vos desserts. À déguster à volonté sous sa forme naturelle ou transformée pour un mélange de saveurs en bouche. On fait des yaourts fruités avec de la fraise. On fait des smoothies à base de fraises, des nectars, de la confiture. Et des fraises séchées aussi pour les tisanes et les thés. La fraise locale, un fruit de saison qui est très agréable à travailler, d'autant plus qu'il y a plein de préparations que l'on peut faire pour les enfants. Le nectar de bouille avec la fraise, la confiture de fraise, les smoothies de fraises avec du lait local, rien que des produits locaux sans additifs. On travaille avec des fruits de saison. Actuellement, c'est la saison des fraises. Et les fraises sont riches en vitamine C et du point de vue esthétique aussi, c'est apprécié par la clientèle. Même avis pour Cheikhouna Koundoul, pâtissier qui aime travailler qu'avec les produits locaux et apprécie la récolte locale, celle sortie des champs fraisaines de Bayard. J'en suis très fier. La culture de la fraise n'était pas pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, nous la cultivons par ici. Et la fraise du Sénégal n'a rien à envier à celle importée. Cette fraise du terroir, nous savons d'où elle vient et comment elle a été produite. Il a tenu à valoriser cette fraise locale par un dessert incontournable. On a fait un fraisier. Fraisier, il est composé de genoise, de fraises et de la crème. Après, nous avons quelques décorations dessus avec des feuilles d'or comestibles, 24 carats, avec quelques perles argentées et des perles dorées. Ne vous inquiétez surtout pas. La fraise est un fruit que vous pouvez consommer sans risque de grossir ou de faire déraper votre taux de sucre. Et la fraise, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruit qui contient énormément d'eau. Il y a 90% d'eau dans la fraise. Du coup, elle n'est pas très énergétique. Donc, on peut la manger, bénéficier des fibres, de tous les nutriments qui sont dans la fraise. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, il y a à peu près la moitié de sucre dans 100 grammes de fraise que dans 100 grammes de banane. Donc, on a à peu près 6 grammes de sucre dans 100 grammes de fraises, qui est à peu près une dizaine de fraises. En plus de ces valeurs nutritives importantes pour notre santé. Alors, il y a une vitamine qui est très importante et qui est très riche dans la fraise, c'est la vitamine C. Donc, on la connaît bien, cette vitamine. En général, quand on pense à la vitamine C, on pense à l'orange, on pense aux agrumes, quoi. Mais la fraise est en fait très riche en vitamine C parce que là aussi, 100 grammes de fraises, une dizaine de fraises, on obtient plus de la moitié de nos besoins journaliers en vitamine C. Et cette vitamine C, c'est une vitamine, un puissant antioxydant, donc qui nous aide à bien ralentir le vieillissement du corps, ça nous aide à nous protéger contre des maladies, certaines maladies, notamment les maladies chroniques. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un minéral qui est très présent dans la fraise, c'est le potassium. Et le potassium, c'est un minéral qui, entre autres, est responsable du maintien de la pression artérielle ou de la pression du sang. Voilà. Et après, une autre chose à noter, c'est la teneur en ce qu'on appelle les flavonoïdes dans la fraise, ce sont des polyphénols, bref, qui sont en fait aussi des sortes d'antioxydants parce qu'ils protègent le corps contre des molécules dangereuses, notamment les molécules qui vont provoquer le cancer. Donc c'est quand même très intéressant. Les jeunes entrepreneurs sont allés plus loin et comptent même se lancer dans la production de produits cosmétiques à base de fraises. Comme des gels de douche à base de fraises, les savons à base de fraises et d'autres produits cosmétiques que nous sommes en train d'expérimenter avec des partenaires pour les mettre sur le marché. Vous n'avez vraiment plus aucune raison de ne pas consommer de fraises, surtout celles cultivées au Sénégal. Elles sont produites localement sur nos terres par des fils du terroir et en plus recommandées en cette période de chaleur. Cheikhouna Koundoul, notre pâtissier passionné de fruits locaux, a tenu à sublimer cette fraise en la bordant de feuilles d'or 24 carats, telles des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes.
Et voilà pour cette belle plongée dans l'univers savoureux de la fraise avec le dernier épisode de notre succulente série réalisée par Ramata Dem. Sur les terres fertiles de Niaguis, Amadou Moustapha Diatta cultive bien plus que des fraises. Il sème l'espoir et l'avenir. À la tête d'une ferme de 4 hectares, ce jeune entrepreneur ne se contente pas de gérer un business agricole florissant. Il ouvre également ses portes aux étudiants du Sénégal pour leur offrir formation et inspiration. Son message est clair, rester au pays peut aussi rimer avec réussite. Un portrait signé Michel Mendy. À 36 ans, il fait la fierté de sa commune et de sa région. Amadou Moustapha Diatta est un jeune entrepreneur agricole. Il est à la tête d'une ferme intégrée qui lie élevage et agriculture. L'objectif de la ferme, c'est de créer un cadre d'échange et d'expérimentation des techniques agricoles. Après mon master, j'ai jugé nécessaire de revenir au Bécar pour investir dans l'agrobusiness afin de montrer aux jeunes que c'est possible de rester et réussir ici au lieu d'aller se faire noyer en pleine mer ou bien de tirer vers l'exode rural à la recherche d'un lendemain meilleur. Dans son exploitation de 4 hectares, le quotidien des employés et stagiaires est rythmé par l'entretien des poulaillers et du potager. Ici, rien ne se perd, tout se transforme pour le bien-être des consommateurs. Nous faisons de l'agrobusiness ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée pour essayer quand même de préserver cet environnement, essayer quand même de maintenir le sol pour ne pas quand même l'appauvrir. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans notre ferme l'embouche ovine, l'aviculture et tout ce qui est résidu provenant de cet élevage que nous prenons pour composter, ensuite prendre pour amender nos cultures. Donc nous produisons, mais on ne produit pas seulement pour avoir de la valeur ajoutée, mais pour préserver aussi la santé du consommateur. Parmi les stagiaires, il y a Youssouf Djemé, un ancien Jakartaman. Il est envoyé par le PF2E dans le cadre de la mise en œuvre du projet formation école-entreprise. Je suis en train de tailler le piment comme ça. C'est pour avoir une production de qualité. Il a besoin aussi de l'air pour mieux se développer. Maintenant, si vous laissez les branches là, ça va produire. Mais la production ne sera pas aussi confortable. Ce jeune du Blouf s'est résolument tourné vers l'agriculture. Il appelle ses frères et sœurs à rester dans le pays, car le potentiel est là. J'étais Jakartaman, mais je sais que vraiment, avec le Jakarta, ça ne va pas aller. Il faut revenir encore sur la terre, car la terre ne ment pas. Tu récoltes ce que tu as semé. Donc, les jeunes qui vont en extérieur, là, je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à l'extérieur, parce qu'ils font pratiquement l'agriculture là-bas. Donc, je lance un appel aux jeunes de venir exploiter la terre. Nous avons une terre très riche, très fertile. Donc, vraiment, il suffit d'engager un peu l'accompagnement de l'État. Bon, ça va aller. Dans l'exploitation, ils sont une dizaine de stagiaires venus de différentes écoles de formation et d'universités du pays, partenaires de la ferme. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'État à travers le programme PF2E où nous formons des jeunes en école-entreprise. Je travaille en étroite collaboration pratiquement avec toutes les universités du Sénégal, à savoir la SANSEC, l'UCAD, le Bordeaux Management School, l'ISM, l'ICAO et le CPS de Cambérène, l'EATA. Et j'ai reçu des centaines de jeunes qui viennent pour des besoins de stage, de visites pédagogiques et de formation. Donc une façon de rendre l'ascenseur à l'État en motivant les jeunes, en les montrant vraiment qu'il est temps d'épouser l'agrobusiness. La terre ne ment pas, on peut travailler et on peut réussir avec. Il suffit juste d'être patient, courageux et brave pour réussir. Avec ces 2 poulaillers, la ferme produit chaque jour plus d'une soixantaine de tablettes d'œufs. Aujourd'hui, un 3e poulailler est en cours de construction, un investissement lourd qui n'est pas sans risque. L'année passée, on a perdu un poulailler avec un investissement de plus de 15 millions. Et ça ne nous a pas fait reculer. Au contraire, on s'est relevé de la manière la plus rapidement possible afin de montrer à ces jeunes quand même qu'un entrepreneur doit être en mesure
de tomber, de se mettre à genoux. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment se relever le plus rapidement possible. La ferme développe un modèle d'élevage qui regroupe petits ruminants et volailles dans un même enclos, un système qui a une valeur symbolique. Nous réunissons diverses espèces, des dindes, des oies, des colverts, des poulets de décor, des moutons, des chèvres, ainsi de suite. Donc ça crée un cadre où chaque espèce développe une immunité. Donc un cadre vraiment qui nous permet aussi de montrer à la société que là où ces animaux ont réussi à vivre ensemble, il est temps aussi à ce que nous, êtres humains, puissions quand même nous unir, essayer de vivre en commun, en communauté, pour un développement durable. Mise en place depuis 2018, la ferme pédagogique de Niaguis a accompagné à ce jour plus d'une centaine d'étudiants. Elle développe aussi l'agrotourisme pour vendre la destination Casamance. Le taux de croissance du Sénégal projeté à 8,3% pour 2024 selon le rapport du Fonds monétaire international. Des perspectives en baisse en raison du retard noté dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Une situation qui peut avoir un impact sur le budget du Sénégal. Un ajustement structurel pourrait être envisagé pour retrouver le dynamisme de l'économie sénégalaise qui avait connu de belles performances avant la Covid et la guerre en Ukraine. Aminata Mengfal. Après la Covid-19 qui a porté un coup dur à l'économie mondiale, une reprise modérée est notée. Aujourd'hui, on parle de stabilité avec une situation plus favorable en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et pour le Sénégal, les perspectives restent bonnes. On nous parle d'un taux de croissance qui pourrait atteindre 8,3%. Après 4,2% en 2023. Mais cette prévision intègre la production pétrolière. D'après les dernières informations, on devrait connaître un petit retard dans le démarrage de la production. Donc, avec le pétrole, seulement avec le pétrole, on ne devrait pas atteindre cet objectif. L'exploitation tardive du pétrole et du gaz va certainement impacter la croissance nationale et les prévisions budgétaires. Le budget 2024 a été bâti par rapport aussi à ces recettes-là. Que ce retard-là devrait obliger le gouvernement à revoir le budget. Et ce budget revu risque quand même de plonger de 7 000 peut-être à 5 000. Et par conséquent, les investissements publics prévus et les entrées fiscales qui ne seront pas à rendez-vous risquent quand même de de créer des problèmes au niveau, en tout cas, du tableau financier du Trésor public. Un ajustement structurel devrait être alors envisagé pour le Sénégal, qui compte sur les recettes issues de ses ressources pétrolières et gazières pour dynamiser son économie. Il est tout à fait possible qu'on renforce d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, pour pouvoir, malgré tout, s'approcher de ces 8,3%. Le plus important, c'est déjà de changer de palier, parce que depuis la Covid, on n'arrive pas à atteindre 6% parce qu'on a connu 5%, mais c'était après des croissances faibles ou très faibles. Donc c'était juste un rebond. Mais après 4%, si on arrive à faire 6 à 7%, c'est déjà bien. Le rapport du Fonds monétaire international dégage des perspectives de croissance solides pour le Sénégal avec un taux de croissance qui dépasse les 10% en 2025. L'année prochaine, avec le démarrage du pétrole et du gaz, on a projeté 10% en pensant que le pétrole et le gaz, le pétrole allait démarrer tôt cette année. Comme c'est décalé, ça va nous permettre en 2025 d'avoir un taux plus élevé que 10%. Donc on peut même atteindre 11% à 12%, voire même 13%. Parce que chaque fois que vous avez une croissance plus faible que attendue, ça vous donne des perspectives plus reluisantes. Parce que vous allez avoir une production qui devait être faite cette année qui va être déplacée sur 2025. Avec un environnement des affaires favorable à toutes les potentialités d'investissement qui vont continuer de transformer structurellement son économie, le Sénégal pourrait ainsi devenir un pays avec une croissance à 2 chiffres portée par les hydrocarbures, ce qui va davantage renforcer son statut d'un État bancable, débarrassé du fardeau de la dette qui ne pèserait plus lourd dans la structuration macroéconomique du pays.
La croissance du Sénégal est donc revue à la baisse pour cette année 2024, un peu plus de 8% par rapport à celle annoncée qui était initialement tablée à 9%. Le retard constaté, je vous le disais tout à l'heure, dans la production du pétrole et du gaz explique cette situation. Écoutons justement à ce propos Abou Kane, professeur titulaire à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce retard-là a déjà eu des conséquences, je peux le dire, sur l'économie du Sénégal, parce que simplement les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Oui. Parce que je rappelle qu'on avait prévu même 9,2% de croissance en 2024. Maintenant, on parle de 8,3%. Mais il faut aussi relativiser un peu l'apport même de ce pétrole et de ce gaz-là pour l'année 2024. Parce que dans le budget 2024, il n'y a qu'une cinquantaine de milliards qui a été prévu, une cinquantaine de milliards dans le budget de 2024, provenant des recettes du pétrole et du gaz. C'est peut-être pour la deuxième année qu'on attend plus de 300 milliards et la troisième année d'exploitation où on attend 500 milliards. Maintenant, pourquoi est-ce que cela a impacté les prévisions de croissance? C'est parce que simplement, il y a une économie parallèle qui dépend un peu de ce secteur des hydrocarbures. Et lorsqu'il y a une baisse, soit des exportations ou même un report de la production, toutes ces entreprises-là qui devaient contribuer à la croissance ne pourront plus jouer leur rôle dans l'économie. Les exportations du Sénégal vont baisser effectivement cette année parce qu'il y avait une bonne partie qui dépendait du pétrole et du gaz. Le secteur privé aussi va prendre un coup parce que, encore une fois, le Sénégal s'est endetté lourdement en 2023 pour les projets pétroliers et gaziers, mais c'est en attente de certaines retombées qui, malheureusement, risquent même de ne pas être constatées sur le terrain. Si l'on en croit les risques budgétaires qui ont été bien cités dans le document de budget du Sénégal 2024. Et justement, vous avez parlé du secteur privé national qui a été reçu en début de semaine par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quel rôle, justement, doit jouer ce secteur privé dans le développement du Sénégal? Oui, depuis le début du plan Sénégal émergent, d'ailleurs, le secteur privé est attendu sur son rôle qu'il doit jouer dans la croissance économique. Et malheureusement, le constat, c'est que depuis 10 ans, la croissance du Sénégal est portée par le secteur public. Donc le secteur privé n'a pas encore pu jouer son rôle. Et l'exploitation du pétrole et du gaz pourrait peut-être amener le secteur privé à davantage jouer son rôle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les priorités du FMI, dans ses programmes avec le Sénégal, il y a un volet qui porte sur la croissance inclusive, l'emploi et le soutien au secteur privé. Parce que il y a un grand volet qui est consacré à la mobilisation de recettes fiscales pour stabiliser la situation macroéconomique du Sénégal. Et ces recettes fiscales ne peuvent provenir que d'un secteur privé vigoureux, donc qui joue pleinement son rôle. Sinon, c'est l'État qui sera obligé de se substituer au secteur privé dans beaucoup de domaines. Et malheureusement, cela ne fera qu'aggraver les déficits que nous avons, aussi bien le déficit public, le déficit budgétaire que le déficit du compte courant, qui explique un peu l'inquiétude du Fonds monétaire international ces dernières années. Et ce soir, dans votre magazine, le dimanche soir, nous plongeons dans les arcanes des partenariats publics et privés au Sénégal avec le docteur Moustapha Djité, expert et magistrat. Il dissèque dans son dernier ouvrage la tension entre les impératifs de puissance publique et les dynamiques du marché. Morceau choisi. Dans un PPP, on assigne à l'opérateur des objectifs de performance. Tout à fait. Et pour qu'il puisse s'en acquitter, il faut mettre en place un dispositif de pénalisation. L'administration doit comprendre son besoin. Tout à fait. Et maintenant, définir des niveaux de performance très clairs, avec des indicateurs qui permettent de mesurer. Et après, maintenant, pour que ces objectifs de performance-là soient atteints, mettre en place un dispositif de pénalisation. Si vous regardez cette loi-là, on a prévu l'obligation, aujourd'hui, chaque fois qu'un contrat PPP est signé au Sénégal, l'obligation de mettre en place un comité de suivi
où nous sommes représentés, nous, UNAP, qui vérifie dans quelle mesure et jusqu'à quelle proportion les obligations qui sont assignées à l'opérateur sont exécutées. Les PPP sont entrepris par l'administration. Et comme disait le doyen Rivero, le moteur de l'action administrative, c'est l'intérêt général. Donc l'administration ne peut se mouvoir que pour satisfaire un besoin d'intérêt général. Donc voilà, c'est le fondement. Et maintenant, dans le cadre de la mécanique des PPP, l'intérêt général aussi peut avoir plusieurs sens. Par exemple, si vous prenez la question de la résiliation. Aujourd'hui, vous regardez le texte, on définit un certain nombre d'hypothèses qui permettent à l'administration de procéder à la résiliation du contrat. Et parmi ces hypothèses, il y a la résiliation pour motif d'intérêt général. Il ne peut pas y avoir de PPP sans intérêt général à la base. Regardez, dans la mécanique et dans la procédure de montage des projets, la première étape, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'identification du projet. L'identification du projet, je ne sais pas si on a le temps, mais c'est voilà l'étape la plus décisive dans le processus de montage des projets PPP. C'est l'intérêt général qui structure le PPP. Tout à fait. Depuis sa naissance jusqu'à sa fin avec la résiliation. Donc l'intérêt général, c'est vraiment la lame de fond des partenariats privés. La commune de Nguyen inaugure son tout nouveau dispositif de gestion intégrée des déchets solides. Ce projet, fruit d'un partenariat avec la commune de Benhuir en France et soutenu par l'Agence française de développement à travers le projet FICOL, vise à révolutionner la gestion des déchets dans la région. Fatmata Banelba. Cette cérémonie célèbre l'ensemble des efforts déployés par les différents acteurs pour une gestion responsable des déchets de la commune de Nguyen, dans le respect de l'environnement et du cadre de vie. Le projet de gestion des déchets cofinancé par l'AFD dans le cadre de la facilitation de financement des collectivités territoriales FICOL a abouti à la construction d'une installation de stockage des déchets non dangereux ici dans la commune de Nguyen. L'action accompagne la commune dans sa stratégie de gestion des déchets avec un focus sur le tri et le compostage. Un protocole d'accord de délégation de services publics est déjà signé entre la mairie de Nguyen et le GIE André Setel Nguyen pour la gestion des déchets. Les relations entre les partenaires sont anciennes et ancrées. Elles se sont consolidées à travers la mise en œuvre d'actions concrètes et à travers une montée en puissance progressive au fil des années. Un dialogue riche et constructif existe entre Nguyen et Benhuir. La décharge et les outils de collecte mis à la disposition de la commune vont permettre de concrétiser le projet Nguyen Ville propre. La capacité de stockage, c'est estimé en nombre d'années. C'est 2,5 par an par casier. Si les casiers sont pleins, il y a déjà des réflexions qui sont en cours pour la valorisation donc, des déchets plastiques. Le comité éco-citoyen est devenu actuellement GIE André Setel Nguyen, faisant le lien entre la mairie et les 12 quartiers de Nguyen et force de proposition en matière de gestion des déchets. Le GIE André Setel Nguyen a donc un impact social en contribuant à la dynamique participative et à l'appropriation des actions par les habitants. Entre 2016 et 2020, les partenaires ont travaillé sur la planification locale et la gestion des déchets. Ils ont aussi soutenu et accompagné financièrement la commune de Nguyen pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion des déchets non dangereux. Et à travers les financements de la FICOL, l'ambition de l'AFD est double. Le premier, c'est de financer des projets de plus grande envergure qui associent l'ensemble des acteurs territoriaux, mais aussi des projets plus ambitieux ayant un impact significatif sur les territoires des partenaires en s'appuyant sur les compétences dévolues aux collectivités territoriales et aux acteurs de leur territoire et répondant aux enjeux de développement auxquels sont confrontées leurs collectivités partenaires. Ensemble, vous avez su démontrer votre capacité, et je n'en ai jamais douté, votre capacité à faire vivre ce dispositif. Il peut et doit encore être amélioré, perfectionné, adapté aux situations et événements nouveaux, particuliers, notamment saisonniers. Je regarde Papadam Baye et j'ai pu observer également que vous y veillez et y travaillez. Il faut également, et dans les plus brefs délais, éradiquer les dépôts sauvages qui sont une vraie plaie pour Nguyen et qui mettent en péril l'ensemble du système. La responsabilité en incombe à la SONAGED. Les populations de Nguyen, à travers le GIE André Setel Nguyen et environ, se sont engagées à tout mettre en œuvre pour rendre leur ville plus propre et plus attrayante.
Alors que l'hivernage se profile à l'horizon, les autorités s'activent pour prévenir les risques d'inondation. Une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA a été allouée pour des opérations pré-hivernage dans une démarche proactive réunissant divers acteurs et l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Maman Moussagna. Il s'est agi au cours de la rencontre d'évaluer d'abord les opérations de lutte contre les inondations de l'année dernière. Le chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait de la maîtrise des pluies qui se sont abattus sur Dakar et les régions. La seule preuve, c'est que pour cet hivernage-là, donc celui de 2023, nous n'avons pas eu besoin de déclencher le plan Orsec parce que les eaux ont été maîtrisées et bien maîtrisées. Je pense par exemple à l'école 8 de Pékin qui était complètement sous les eaux, où aujourd'hui, après l'ouvrage, je pense qu'on est à 95% de mise en œuvre, on a pu quand même sortir toute cette zone-là de l'eau. Je pense à Ndiagobar, à l'unité 22, et cette année-ci, d'autres zones qui sont des points noirs et qui n'ont pas pu être comptabilisées l'année dernière seront prises en compte. Le 13 mars 2024, l'ONAS a lancé l'opération Fegou Djemnawet. Aujourd'hui, plus de 25% du réseau à Dakar sont curés. Un démarrage prématuré. Le rythme d'exécution, il est bon. L'ONAS a démarré ses travaux de curage à bonne date, donc depuis mars. Et le rythme est bon parce qu'après quelques semaines, ils sont à 25% d'exécution. Ces mêmes opérations seront tenues dans les différentes régions. On a tous les périmètres assainis où l'ONAS a un patrimoine. Ces opérations de curage y seront menées pour amoindrir le maximum possible les éventuelles nuisances lors de l'hivernage 2024. Le gouverneur de région a invité les différents acteurs à renforcer les moyens, également les communautés à préserver les ouvrages d'assainissement. Monsieur le gouverneur a invité les acteurs communautaires, il a également invité tous les volontaires de l'assainissement pour nous aider à sensibiliser les populations sur les bons comportements à avoir pour la préservation des ouvrages et qui vont les aider, eux, à avoir un meilleur cadre de vie lors de l'hivernage 2024. Au-delà maintenant de ces travaux déjà enclenchés en cours, il y en a qui sont en perspective depuis des années, mais qui restent liés à l'exécution de ces travaux aussi. 2,5 milliards sont octroyés à l'ONAS dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations cette année. L'Office national de l'assainissement compte prendre en charge tous les points noirs possibles pour les protéger contre d'éventuelles inondations. Le grand format santé aborde ce soir une urgence médicale qui ne fait pas de distinction d'âge. L'accident vasculaire cérébral, jadis associé aux personnes âgées, l'AVC, frappe désormais jeunes et moins jeunes avec des facteurs de risque en pleine évolution. L'enjeu, une prise en charge rapide et efficace pour minimiser les dommages. C'est un grand format signé Fanta Badji. Un petit innocent, pas du tout conscient de son état, Jacob, 3 ans, est drépanocytaire SS. Récemment, il a fait un accident vasculaire cérébral. La nouvelle nous a vraiment secoués. Notre petit était plein de vie. Il courait partout, criait, jouait comme tout enfant de son âge. Du jour au lendemain, il ne peut plus bouger ses membres ni parler. Un événement inattendu pour ses parents qui venaient à peine de se remettre de la perte douloureuse de leur fils aîné suite à une tumeur cérébrale. L'AVC est jusque-là considéré comme une pathologie qui n'affecte que les adultes. Le dernier travail que nous avons mené, rien qu'à Albert-Royer, sur 3 ans, il y avait 126 cas. C'est vous dire que c'est considérable. Rien qu'à Albert-Royer. Et on sait que la majorité des enfants ne viennent pas à nous, pour des raisons multiples et variées. Parce que soit on n'y pense pas, soit parce qu'il y a un problème d'accessibilité à l'hôpital. Ils font que, par exemple, ce chiffre de 126 sur 3 ans est, à mon avis, très largement sous-estimé. Les symptômes sont pareils que ceux d'un AVC chez l'adulte, mais les facteurs de risque différents. C'est pourquoi la prise en charge nécessite une intervention pluridisciplinaire. Une chose est de prendre en charge l'AVC quand il s'installe. Une autre chose est ce qui est mis, agir en amont, faire en sorte que cet AVC ne survienne pas, en régulant, en agissant sur les facteurs de risque. C'est la drépanocytose, c'est les infections, c'est les cardiopathies. Mais une fois que l'AVC s'installe, par exemple, la prise en charge s'articule autour de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de l'urgence. Mais une personne qui arrive d'office, qui fait un AVC, le temps de quitter Rufisque, d'arriver à l'hôpital
4 heures et 6 heures sont passées. Souvent, dans ce genre de situation, les séquelles sont irréversibles. Parce que, encore une fois, l'urgence se passe dans le dos. Les spécialistes invitent les parents à être attentifs aux signes qui peuvent alerter. Si votre enfant est drépanocytaire, si votre enfant a une cardiopathie, allez consulter les médecins. Je parle des principales causes. Et c'est des choses sur lesquelles, par exemple, on peut agir efficacement et prévenir. Ça, c'est donc. Deuxièmement, par exemple, si votre enfant a une angine, ne banalisez pas ça. Si votre enfant a une quelconque infection, parce que c'est assez banal que les enfants aient des infections respiratoires et des infections des oreilles, c'est pas banal. Il faut traiter. Chez les plus jeunes, les chances de guérison sont élevées, mais une prise en charge tardive peut impacter le développement psychomoteur de l'enfant. Il y a une idée largement répandue comme quoi, du fait d'une certaine plasticité du cerveau, les enfants récupèrent plus facilement. La réalité que nous vivons en tant que neuropédiatres, ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les conséquences des AVC sont gravissimes. Les enfants ont des déficits extrêmement importants. Et quand je parle de déficits, je parle surtout de déficits cognitifs. Parce que les déficits moteurs, avec la rééducation, souvent, ils peuvent récupérer. On voit que, par exemple, beaucoup d'enfants font des AVC. Pourquoi? Parce qu'il y a un état qui les favorise, c'est la drépanocytose, c'est la cardiopathie. Donc, ils font plusieurs AVC répétés, ce qui fait que même s'ils s'en sortent, c'est-à-dire s'ils ne meurent pas, ils ont des séquelles extrêmement importantes en termes de déficits moteurs, en termes de troubles comportementaux, en termes de baisse de l'efficience intellectuelle qui font que, par exemple, ces enfants, même scolarisés, auront du mal à suivre. À l'image de la plupart des maladies chroniques, la prise en charge de l'AVC chez l'enfant est très coûteuse. Et aussi moins financière. La maladie exige beaucoup de moyens financiers. C'est très difficile pour un salarié moyen de s'en sortir. Si l'État pouvait nous aider, surtout du côté des médicaments qui coûtent cher et qui sont peu disponibles, je demande aux parents d'enfants victimes d'AVC de ne pas perdre espoir. Le petit peut à présent se tenir sur ses jambes et bouger ses bras, ce qui n'était pas du tout possible. Mais santé Allah. Beaucoup plus rare que chez l'adulte, l'AVC de l'enfant existe et est de plus en plus fréquent avec un risque élevé chez les enfants drépanocytaires. Selon des études, la maladie touche 8% à 16% des enfants africains atteints de drépanocytose. Voilà pour ce grand format santé sur l'AVC qui frappe désormais jeunes et moins jeunes. Sport en plus bref, Ligue professionnelle, 21e journée, l'AS Pikine s'est incliné devant son public face au Jaraaf de Dakar, score 1-0, but marqué par Abdoulaye Wali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Fatmata Savané. Et puis, cette triste nouvelle, on a appris le rappel à Dieu du professeur en sciences islamiques, Cheikh Tahirou Doucouré, un érudit de l'islam. Il était le khalife de Fodé, Aboubakri Ibn Lamba Doucouré de Malicounda. Cheikh Tahirou Doucouré a été le premier membre d'une famille religieuse à être nommé ministre chargé des affaires religieuses par le président Senghor. La levée du corps est prévue demain, lundi, à la mosquée de Mermoz à 11h et l'inhumation dans l'après-midi à Malicounda. Que son âme repose en paix. Et c'est sur cette triste note que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.